Masechet Baba Batra, Daf Lamed Zayin Amud Bet. On va commencer à partir de la deuxième ligne. Machav Ilanot, Veshier Karka Lefanav, Plukta de Rabbi Akiva, Verabanan. Pour comprendre le sujet, je vais faire ce que je n'ai pas trop l'habitude de faire, c'est une vraie marche arrière. C'est-à-dire qu'on va reprendre le sujet avec lequel on avait terminé la dernière fois. Regardez s'il vous plaît la Medzaïn Amoud Aleph à partir de la 5e ligne. Ze ehezik ba'ilanot veze ehezik bakarka. Amar Rav Zevid ze kana ilanot veze kana karka. Vous vous souvenez, on avait dit que la hazaka en question n'est pas semblable, n'est pas similaire à la hazaka classique. Comme on avait dit que ce sont deux homonymes, il y a hazaka et hazaka. Hazaka de re'aya ou hazaka de kinyan. Qu'est-ce qu'on appelle hazaka de re'aya? Je vais commencer plutôt par Chazaka de Kinyan, c'est plus simple. Un champ, un bien immobilier quelconque, peut être acquis par l'une des trois formules, soit Kesef, ou soit Shtar, ou Chazaka. Qu'est-ce que c'est que Kesef? On donne de l'argent pour acquérir un bien immobilier, même une prouta, 10 centimes, symboliquement, ça permet de réaliser le transfert de propriété. La transaction commerciale, elle est effectuée avec une prouta. Après, bien sûr qu'il faut qu'il complète, parce que c'est la condition, sinon il n'aurait jamais vendu. Mais la vente elle-même, la transaction commerciale, elle est fixée, marché conclu, avec un acte symbolique. Deuxième acte symbolique possible, c'est Shtar. Le vendeur écrit à l'acheteur, je sous-signais, moi, un tel qui habite là et qui je t'ai vendu. Très bien. Et il lui remet le papier. Troisième formule, c'est Chazaka. Comment? Naal, Gadar ou Paratz. Par exemple, s'il a mis une serrure, ou un Geder, ou au contraire Paratz, il a forcé la clôture. Toutes ces actions sont des actes symboliques qui montrent qu'il est devenu le propriétaire. C'est comme ça que la transaction peut avoir lieu. C'est de cela qu'il s'agit. On ne parle pas de la hazaka dont on a parlé depuis le début du Pérec, la hazaka de 3 ans. Car la hazaka de 3 ans, ce n'est pas un acte d'acquisition, c'est une preuve d'acquisition. Si pendant 3 ans, l'occupant a utilisé, exploité le local dans lequel il habite, ou le champ agricole qu'il cultive et qu'il récolte, et l'ex-propriétaire n'a rien dit pendant 3 ans, qui ne dit mot consent, et donc c'est comme ça qu'on a une preuve. Ça s'appelle Hezkat Re'aya, une hazaka qui constitue une preuve qu'il y a eu une transaction commerciale. Au cas où l'occupant prétend qu'il a acheté et qu'il a perdu le shtar, eh bien la chazaka remplace le shtar de Re'aya. Ça, c'est une preuve comme quoi c'est vrai qu'il a acheté. Mais nous ici, on ne parle pas de Hezkat Re'aya, on parle de Hezkat Kinyan. Zehe Hezik ba'ilanot veze Hezik bakarka. Si vous en souvenez, on avait parlé de 3 personnes. Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven, le propriétaire d'un champ agricole, d'un verger notamment. Il a quoi fait? Il a vendu à Shimon le karka et à Lévi les arbres. Donc il a dit à Lévi, tiens, fais un acte d'acquisition des arbres. Il a dit à Shimon, toi tu vas faire un acte d'acquisition du karka.
de tout le sadé, tout le champ. Alors, quelle sera la répartition entre Shimon et Lévi? Eh bien, mahloket, Rav Zevid et Rav Papa. Amar Rav Zevid, Zekana ilanot, Vezekana karka. Il n'y a rien de compliqué. Lévi, il a acheté quoi? Les arbres? Eh bien voilà. Shimon, il a acheté quoi? Le champ? Eh bien voilà, tout va bien. En d'autres termes, qui est-ce qui se souvient? Qu'est-ce que cela insinue? Qu'est-ce que cela signifie? Oui, c'est que si jamais l'arbre meurt, si jamais Lévi, qui est propriétaire des arbres, après la mort de ces arbres qu'il a achetés, il voudrait planter de nouveaux arbres, est-ce qu'il est en droit de le faire? Tant que l'arbre est présent, eh bien il a un droit de ce qu'on appelle yenika, de puiser l'énergie de la terre pour faire pousser les fruits de son arbre. Car il a acheté l'arbre. Qui dit achat de l'arbre, dit droit de pousse. Il a un droit de le laisser pousser. Même s'il n'a pas acheté le terrain, mais il a le droit de le laisser dans le terrain. Jusqu'à ce qu'il meure. Alors imaginons, il a fallu 10 ans pour que cet arbre meure. Alors, Lévi qui a acheté l'arbre, les arbres, vient voir Shimon et lui dit, moi je voudrais replanter de nouveaux arbres. Shimon lui dit, non, moi j'ai acheté le terrain. Toi, tu n'as pas acheté le terrain. Toi, tu as acheté que des arbres. Tant qu'ils étaient vivants, tu avais le droit de rester ici. Maintenant, bye bye. Au plaisir de ne plus te revoir. C'est comme ça que, selon Rav Zevid, ça va marcher. C'est comme ça que Rashbam explique. Et Rav Papa n'est pas d'accord. Rav Papa, matkifla Rav Papa. Imken enlo le baala ilanot bakarka klum, limale baal karka le baala ilanot, encore ilanach kol vezil. Je vais vous expliquer la question selon Rashbam, parce que les Tosfot ont un pirouche qui n'est pas d'accord avec Rashbam, ils ont un deuxième pirouche. Mais comme nous on suit Rashbam à la place de Rashi, alors Rashbam. Rashbam dit, quel est le sens de la question de Rav Papa? D'après ce que tu dis, Rav Zevid, vous savez que Rav Papa et Rav Zevid, c'était Rav Ruta. Chaque fois, vous voyez Mahloket, Rav Papa, Rav Zevid, Rav Papa, Rav Zevid. Rav Papa dit à Rav Zevid, d'après toi, le clivage est net. La répartition, elle est franche. Il y en a un qui n'a que des arbres et l'autre qui n'a que le champ, le terrain. Alors, ça veut dire que le propriétaire des arbres, le jour où ils vont mourir, il va devoir partir d'ici. C'est-à-dire que le propriétaire du terrain, Shimon, va dire à Lévi, propriétaire des arbres, tu vas déraciner tes arbres et tu vas te déguerpiller d'ici. Par-delà. D'accord ? Ce n'est pas logique que ce pauvre Lévi, qui a acheté les arbres, subisse cette pression exercée par Shimon, qui lui dit, écoute, ça y est, j'attends que tes arbres meurent et que tu pars de là. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. Car lorsqu'il a acheté des arbres, il a acheté des arbres ad vitam aeternam. Ça veut dire quoi? Que même s'il meurt, il aura le droit d'en planter des nouveaux à la place. Et c'est comme ça que Rav Papa s'exprime en disant, Ela amar Rav Papa, Zekana ilanot, vehatsi karka, vezekana hatsi karka. Ça veut dire, celui qui a acheté les arbres, il a acheté les arbres avec l'emplacement, avec le terrain qui est en dessous. Et l'autre qui a acheté le terrain, il a acheté ce qui reste du terrain. Donc, la répartition n'est pas aussi nette. Celui qui a acheté le terrain, il n'a que le terrain,
Mais celui qui a acheté les arbres, il a acheté les arbres avec le terrain qui les supporte, avec les terrains, avec l'emplacement du tronc d'arbre, des troncs d'arbres. Alors, Hatsi, d'après le premier pirouche de Rashbam, le mot Hatsi n'est pas précis. Et c'est une façon de parler. Ça veut dire là, il a une partie de karka et l'autre il a une partie de karka. Mais en proportion, ce n'est pas du tout pareil. Il y en a un qui, on va dire, allez, il a 98% et l'autre il a 2% du terrain. Mais on appelle ça hatsi pour dire chacun il a une part dans le terrain. Et maintenant la Gemara poursuit dans le même ordre d'idées. Et elle dit, Pshita, c'est évident. Machar karka veshir ilanot lefanav yesh lo karka. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a parlé de la marloquette de Rav Papa et de Rav Zévid. Mais dans quel cas ils sont intervenus, Rav Papa et Rav Zévid? Dans le cas de 3 intervenants, un vendeur et 2 acquéreurs. Réhouven, qui a vendu à Shimon le terrain et à Lévi les arbres. Alors là, Mahloket Rav Zévid et Rav Papa, à savoir, est-ce que Lévi, qui est acquéreur des arbres, est-ce qu'il a aussi un droit de propriété sur le sol ou pas? Selon Rav Zévid, non. C'est la raison pour laquelle, le jour où ces arbres vont mourir, il va devoir déraciner les troncs et partir. Tandis que, pour Rav Papa, pas du tout. S'il lui a vendu les arbres, automatiquement il lui a vendu l'emplacement des arbres. Ad vitam aeternam. Donc la partie du terrain qui correspond à l'emplacement des arbres, c'est vendu avec les arbres à Lévi. Shimon, il n'est propriétaire que du reste. La Gemara dit, ok, ça c'est quand il y a un vendeur et 2 acquéreurs. Mais quel serait le din si on n'a que 2 personnes, Réhouven et Shimon? Réhouven, vendeur, Shimon, acquéreur. Mais qu'est-ce qu'il lui a vendu? Réhouven, propriétaire du verger, qu'est-ce qu'il a vendu à Shimon? Imaginons qu'il lui a vendu que le karka, que le terrain. Mais les arbres, il se les est gardés. Donc il est toujours propriétaire des arbres. Il n'a vendu que le champ, que le terrain, pas les arbres qu'il y a dans ce champ. Alors, est-ce qu'il lui a vendu la totalité du sol, ou bien il s'est tout de même réservé à lui-même, l'emplacement des arbres? On aurait pu dire, c'est la marloquette de Rav Papa et Rav Zévid, n'est-ce pas? Est-ce que Réhouven, quand il a vendu à Lévi, il a vendu à Shimon le terrain, il a vendu à Lévi les arbres, est-ce qu'il lui a vendu le sol qui va avec les arbres, c'est-à-dire l'emplacement des arbres, oui ou non? Rav Zévid dit non, Rav Papa disait oui. Alors dans ce cas, on aurait dit pareil. Réhouven a vendu à Shimon, il lui a vendu le terrain, mais il se réserve les arbres. Est-ce qu'il se réserve les arbres avec le sol ou l'emplacement ou sans emplacement? On aurait dit c'est la marloquette de Rav Zévid et Rav Papa, quelle différence? Eh bien non, la Gemara dit pshita que non. Aucun rapport entre quelqu'un qui vend à 2 personnes, à l'un les arbres et à l'autre le champ, le terrain, ou quelqu'un qui vend le terrain mais il se réserve les arbres. Dans ce cas-là, écoutez bien, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Ici, on aura une mahloket, plutôt, regardez la beauté, la Gemara dit pshita, machar karka, veshier ilanot lefanav, yesh lo karka. Ici, il n'y a pas de mahloket. Ici, d'après tout le monde, le vendeur n'a pas vendu le sol, n'a pas vendu l'emplacement des arbres. Je répète, Réhouven a vendu à Shimon le terrain et il s'est réservé les arbres. Eh bien, il s'est réservé pas seulement les arbres, mais même le sol qui est l'emplacement des arbres. De manière à ce que si un jour ces arbres viennent à mourir, il aura le droit de replanter d'autres à leur place.
Et ce, même d'après Rabbi Akiva. C'est quoi cette histoire de Rabbi Akiva? Il y a une mahloket, qu'on verra plus tard, entre Rabbi Akiva et Hachamim, à propos de quelqu'un qui a vendu un champ avec un bord. C'est-à-dire, Réhouven a vendu à Shimon un champ où il y avait un puits, mais il lui a dit, je te vends que le terrain, mais je ne te vends pas le puits. Le puits, je me le réserve. Quel est le din? Est-ce qu'il a le droit maintenant de rentrer dans le terrain vendu pour aller puiser? Vous dites bien sûr. Eh bien, vous n'étiez pas là vendredi, ça se voit. Alors, justement, on avait vu que c'est une mahloket entre Hachamim et Rabbi Akiva. Selon Hachamim, vous avez raison. Bien sûr qu'il ne lui a pas vendu la totalité du terrain, puisqu'il s'est réservé le puits. Comment va-t-il, lui, se servir du puits s'il ne peut pas traverser le terrain qu'il a vendu? Donc forcément, quand il lui a dit « je te vends tout le terrain sauf le puits », il s'est tout de même réservé un accès au puits. Donc le sentier qui permet d'arriver au puits, ça il ne l'a pas vendu. Ça c'est ce que disent Rachamim. Et dans quels termes ils le disent? Ils disent comme ça: Mocher be'ain ra'a mocher. L'esprit de Hachamim, c'est que celui qui vend, il vend avec un esprit avare. C'est-à-dire, il n'a pas cette générosité de tout donner. Il se dit, mais attends, mais après, comment je vais faire? Donc, il n'a pas tout vendu. C'est logique. Mais Rabbi Akiva dit non. Mocher, be'ain yafahu mocher. Celui qui vend, il vend avec générosité. Et donc, s'il lui a vendu le terrain, bien qu'il se soit réservé le puits, eh bien, il lui a tout vendu. Il ne s'est pas réservé un sentier, un chemin pour y accéder. Alors, comment il va faire? Il va lui payer. Il va lui dire, écoute, maintenant, pour que je puisse me servir, alors je te paye cette servitude. C'est-à-dire, cette possibilité que je rentre et que ce droit de passage. Je te paye le droit de passage. Ça, c'est Rabbi Akiva. Alors maintenant, a priori, on devrait appliquer cette même mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim à propos de Réhouven et Shimon. Réhouven a vendu à Shimon un terrain, mais il ne lui a pas vendu les arbres qu'il y a dans ce terrain. Il se les a gardés pour lui-même. Qu'en est-il du sol qui est nécessaire pour faire la pousse de ces arbres, de ces fruits? Est-ce que ce terrain-là, il a vendu l'emplacement des arbres, il a vendu avec l'ensemble du terrain ou pas? On aurait dit, ben c'est la marloquette, Rabbi Akiva et Chachamim. D'après Rabbi Akiva, oui, il a vendu, parce que Be'ain Yafa ou Mocher. Et d'après Chachamim, non, il n'a pas vendu. Eh bien, figurez-vous que c'est faux, nous dit la Gemara. Afilou le Rabbi Akiva. Afilou le Rabbi Akiva d'Amar Mocher Be'ain Yafa Mocher. Même selon Rabbi Akiva qui a dit que celui qui vend un terrain où il y a un puits, mais il n'a pas vendu le puits, il lui a vendu tout le terrain, il ne s'est même pas réservé un accès, il faut qu'il paye maintenant pour le droit de passage. C'est seulement par rapport à un puits, mais pas par rapport à un arbre. Quelle différence? Aval ilanot de kamacheshe be'ara shayure shier. De ilo shier limale akor ilana vezil. Pourquoi même Rabbi Akiva serait d'accord que celui qui a vendu le terrain mais n'a pas vendu les arbres, c'est sûr qu'il se réserve l'emplacement des arbres? Pourquoi? Parce qu'il se dit, si je ne me réserve pas l'emplacement des arbres, eh bien un jour ce monsieur, il va me dire, moi, quand je vais planter des légumes ici, quand je vais planter toutes des céréales, eh bien tes arbres, ils puisent de la force de la terre. Ils affaiblissent la pousse. Ils affaiblissent la pousse de mes légumes. Car les racines de ton arbre prennent
en effet, l'énergie du sol et donc les légumes que je vais planter à côté de tes arbres, ils ne seront pas de bonne qualité. C'est ce qu'il va prétendre, c'est ce qu'il va avancer comme argument. Et moi je vais, et donc qu'est-ce qu'il va me faire? Il va exercer sur moi une pression en me disant, pars d'ici, déracine tes arbres. Le jour où ils vont mourir, il va me dire, allez, bouge. J'attendais impatiemment qu'ils meurent et que tu partes. Parce que tes arbres, ils affaiblissent ma terre. Ça, c'est la raison pour laquelle, même d'après Rabbi Akiva, celui qui sait réserver les arbres, il se réserve le sol, parce qu'il sait que s'il ne se réserve pas le sol qui soutient les arbres, un jour, l'acheteur, il va le remballer d'ici. Lorsqu'il s'agit d'un puits, le puits ne dérange pas. Autour du puits, il peut planter. Au contraire, le puits, il apporte de l'humidité. Le puits, il ne cause aucun dommage au champ agricole qui est tout autour du puits. Donc, il sait qu'il ne va pas le remballer. Il va pas lui dire, écoute, je veux plus que tu rentres ici, tu m'enlèves ce puits de là, ce puits me dérange. Pas du tout. En quoi il te dérange? Au contraire, il ne te dérange pas. Alors, c'est pour cela que Rabbi Akiva prétend, Mocher, Be'ain Yafa, Mocher. Celui qui vend un terrain, il s'est réservé le puits, il peut vendre tout le terrain, parce qu'il sait que le droit de passage, il lui donnera toujours. Monnayant quelques sous, il donnera toujours un droit de passage pour aller puiser. Car en quoi il est gêné? En quoi il est gêné par la présence du puits? Le puits ne cause aucun problème à la terre, sur le plan de la fertilité de la terre. Tandis que les arbres, ils portent atteinte à la fertilité de la terre. C'est que si tu vas planter d'autres plantes autour des arbres, ces plantes ne vont pas pousser aussi efficacement que s'il n'y avait pas d'arbres. Car les racines de l'arbre puisent de l'énergie de la terre et affaiblissent la pousse d'autres végétations, d'autres végétaux. Et maintenant, nous arrivons au cas nouveau. Machar ilanot, veshier karka lefanav. Maintenant, c'est le contraire. Écoutez les amis, écoutez. Réhouven, vendeur, Shimon, acheteur. Il était propriétaire de quoi, Réhouven? De tout le verger, c'est-à-dire le terrain et les arbres. Il a vendu quoi? Maintenant, il a vendu le contraire. C'est quoi le contraire? Le terrain. Ça, c'est le cas précédent. Le cas précédent, c'est qu'il a vendu le terrain, il s'est réservé les arbres. Il n'y avait que deux personnes, pas trois. Oui. Mais dans le cas précédent, il a vendu le terrain et il a gardé les arbres. Alors maintenant, c'est l'inverse, je vous dis. Donc il a vendu les arbres et il a gardé le terrain. Alors, Machar ilanot, veshier karka lefanav. Alors maintenant, quelle est la question? La question, est-ce que en vendant les arbres, est-ce qu'il a vendu le sol qui va avec? Ben non, c'est comme la première. Alors, c'est-à-dire? Il a pas comme l'exemple qu'on a eu. Lequel exemple? Lequel? Quand il avait vendu le terrain, il avait gardé les arbres. Là, on a dit que c'est sûr qu'il s'est réservé l'emplacement des arbres. Donc le terrain, il ne l'a pas vendu. L'emplacement des arbres, il ne l'a pas vendu. Ok? D'après tout le monde, même d'après Rabbi Akiva. Maintenant, on est en train de parler du contraire. Et il a vendu les arbres et il a gardé le terrain. Est-ce qu'en vendant les arbres, il a vendu l'emplacement des arbres? Oui ou non? Vous dites non. J'avais dit oui, mais là, s'il est intéressé par le deux arbres, plus qu'il est intéressé par le terrain, donc plus il y aura terrain, mieux. Alors, normalement, qu'est-ce que vous auriez dû me répondre? Vous savez qu'est-ce que vous auriez dû me répondre? Vous auriez dû me dire, c'est la marloquette de Rav Papa et Rav Zévid. Qu'est-ce qu'on avait vu par rapport à Rav Papa et Rav Zévid? De quoi il parlait? Qui c'est qui se souvient? Il parlait de 3 personnes. Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven était propriétaire du verger. Il a vendu à Shimon le terrain. Il a vendu à Lévi les arbres.
Alors on va dire d'abord il a vendu les arbres à Lévi et ensuite le terrain à Shimon. Qu'en est-il du sol qui sert à tenir les arbres, c'est-à-dire l'emplacement des arbres? Ce terrain-là, est-ce qu'il est vendu ad vitam aeternam à Lévi au profit des arbres? C'est-à-dire que même si un jour les arbres meurent, il peut les remplacer sur le même emplacement, ou bien non, il n'a vendu que des arbres, mais pas le sol. Donc le jour où ces arbres mourront, il ne pourra plus replanter à nouveau des arbres. Quel était le din? Bravo. Mahloket. Rav Zevid, qu'est-ce qu'il disait? Il n'a vendu que les arbres et pas le sol. Rav Papa disait les arbres avec le sol qui leur convient. C'est-à-dire l'emplacement des arbres est vendu avec les arbres, selon Rav Papa. N'est-ce pas? Alors maintenant, quand je vous pose la question, et je vous dis, Réhouven et Shimon, il n'y a pas 3 personnes, il n'y a que 2. Un vendeur, un acheteur. Réhouven était propriétaire du verger, terrain et arbres. Il n'a vendu que les arbres. Et il a gardé le terrain. Quand il a vendu les arbres, est-ce qu'il a vendu les arbres avec le sol qui les tient, l'emplacement, ou il n'a pas vendu l'emplacement des arbres? Qu'est-ce que vous auriez dû dire? Mahloket qui est qui? Rav Zevid et Rav Papa. Merci de votre erreur, parce que c'est ce qui donne toute la clarté de ce chidouche. C'est ça ce qui nous apporte maintenant, c'est ça ce que la Gemara maintenant va nous apporter. Elle nous dit, nous aurions pu croire que c'est un cas similaire au débat de Rav Papa et Rav Zevid. Eh bien non, aucun rapport. Regardez ce que la Gemara va dire. Ce cas-là, il fait l'objet d'une autre marloquette, pas de Rav Papa et Rav Zevid, la marloquette de Rabbi Akiva et Hachamim. S'il y a lieu de dire que ce cas fait l'objet d'une marloquette, pas la marloquette Amoraim, Rav Papa et Rav Zevid, mais la marloquette Tanaim, Rabbi Akiva et Hachamim, celle que nous avions vue précédemment à propos de quelqu'un qui a vendu un terrain, un champ, où il y avait un puits, mais il n'a pas vendu le puits. Est-ce qu'il a le droit de passage ou pas? Quand il a vendu le terrain, il a tout vendu, il ne s'est même pas réservé le droit de passage, ou bien il a quand même eu, comment on appelle ça, la présence d'esprit de se réserver un chemin pour accéder au puits. Alors c'était quoi la marloquette? Hachamim disent bien sûr qu'il s'est réservé un chemin, sinon comment il va accéder à son puits? Et comment on appelait ça? Mocher be'ain ra'a ou mocher. Ça c'est Hachamim. Mocher be'ain ra'a ou mocher. Donc il a vendu le terrain, mais pas tout. Il s'est réservé tout de même l'accès, le chemin, qui est le passage pour arriver au puits. Ça c'est qui dit ça? Hachamim. Mais Rabbi Akiva, il dit non, il a tout vendu. Mocher be'ain yafa ou mocher. Il a tout vendu. Alors comment il va accéder? Il va payer pour le droit de passage. Très bien. Alors, ça nous concerne. Regardez. Machal, il la note. Et Shier, Karka, les Fanav. Si Réhouven a vendu à Shimon uniquement les arbres, mais il a gardé pour lui le terrain, quel serait le din pour les arbres? Est-ce qu'il a vendu aussi l'emplacement des arbres ou pas? Plukta de Rabbi Akiva ve Rabbanan. Ça fait l'objet de la mahloket des Tanaïm, Rabbi Akiva et Hachamim. Les Rabbi Akiva de Amar, Mocher, Be'ain Yafa Mocher, Itle. Selon Rabbi Akiva qui dit que un vendeur, il vend généreusement. Donc s'il vend généreusement, en lui vendant les arbres, c'est sûr qu'il lui a vendu aussi l'emplacement des arbres. Donc si un jour ces arbres meurent, l'acheteur des arbres pourra planter d'autres à la place. Ça c'est d'après Rabbi Akiva. Et là maintenant la Gemara ouvre une parenthèse. Regardez la parenthèse comment elle est importante. Va filu le Rav Zevid de Amar en lo hanemi le gabe shene le kuchot de Amar le ki echid el didi litli
litli bailanot ledidach namin litlach bakarka. Avalhacha mocher be'ain yafa mocher. La Gemara ouvre une parenthèse pour nous expliquer comment même Rav Zévid, qui avait dit, dans le cas de 3 personnes, Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven a vendu à Lévi les arbres et il a vendu à Shimon le terrain. Qu'est-ce qu'on avait dit d'après Rav Zévid? Celui qui est propriétaire du terrain n'a pas droit dans les arbres, celui qui est propriétaire des arbres n'a aucun droit dans le sol. Même l'emplacement des arbres appartient à qui? À Shimon, qui a acheté le terrain. Et comment il s'appelle, le Lévi, le jour où ces arbres vont mourir, il n'aura pas le droit de les remplacer, de planter à la place d'autres arbres. Pourquoi? Écoutez bien, parce que quand Réhouven a vendu à Shimon et à Lévi, à l'un les arbres et à l'autre le terrain, le propriétaire du terrain dit au propriétaire des arbres, monsieur, est-ce que moi j'ai une part dans tes arbres? Non, toi aussi tu n'as pas une part dans mon terrain. Moi, 0 part dans tes arbres, toi, 0 part dans mon terrain. Même pas l'emplacement des arbres. En attendant, je te laisse, mais une fois qu'il meurt, tu prends tes bois et tu pars d'ici. D'accord? Donc, quand est-ce que Rav Zévid a dit ça? Que lorsqu'il s'agit d'un vendeur et 2 acheteurs. Mais lorsqu'il s'agit que d'un seul acheteur et un seul vendeur, là, Rabbi Akiva va dire Mocher be'ain yafa ou mocher. Même Rav Zévid serait d'accord de dire que celui qui a acheté les arbres, il a acheté l'emplacement. Pourquoi? Car c'est qui lui a vendu les arbres? C'est Réhouven, propriétaire du terrain. Étant donné que un vendeur vend généreusement, alors il lui a vendu pas seulement les arbres, mais même le sol qui correspond aux arbres, même le sol qui est sous les arbres, qui maintient en existence les arbres. Et donc, même si les arbres meurent, il pourra les remplacer. Ah non, tu l'as vendu la terre. Il a tout vendu alors, la terre et les arbres. Exact, mais pas tout le terrain, pas tout le champ, juste l'emplacement des arbres. Il pourra replanter à la place. Ça, c'est qui? Rabbi Akiva. Maintenant, les Rabbanan, regardez, Hachamim qui disait que Mocher, Be'ain Ra'a Mocher, qu'un vendeur, il ne vend pas généreusement. Alors, dans ce cas, il ne lui a pas vendu l'emplacement des arbres. La Gemara nous dit que selon Hachamim, qui contredisent Rabbi Akiva, selon eux, il y a lieu de dire que Mocher be'ain ra'a ou mocher, et ce, même d'après Rav Papa. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'avait dit Rav Papa? Que lorsque Réhouven a vendu les arbres à Lévi et le terrain à Shimon, eh bien, à Lévi, il a vendu les arbres avec quoi? Avec le sol qui les soutient. Et le reste, il a vendu à Shimon. Le reste du terrain, il a vendu à Shimon. C'est uniquement lorsque Réhouven n'a rien gardé pour lui-même. Il a tout vendu. Les arbres à Lévi et le terrain à Shimon. Alors dans ce cas-là, Rav Papa va dire que selon Hachamim, il n'a rien à perdre. Pourquoi? Même Hachamim vont dire Mocher be'ain yafa ou mocher. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, il n'a rien à perdre. Quand est-ce qu'on dit Mocher be'ain ra'a ou mocher? Le vendeur y vend avec un mauvais œil. C'est uniquement lorsqu'il a quelque chose à perdre, le vendeur. Par exemple, quand il a vendu les arbres et il s'est réservé le terrain. Si il donne une partie du terrain à l'acquéreur, à l'acheteur des arbres, donc lui il a perdu. C'est au détriment du vendeur. Et comme il n'a pas envie de perdre, alors il lui donne rien. Il lui vend ultra sec. C'est quoi ultra sec? Juste les arbres et pas l'emplacement du tout. Du tout. C'est ce qu'avait dit Rav Papa. C'est-à-dire, excusez-moi, Rav Papa avait dit qu'il lui vend avec l'emplacement quand il n'a rien à perdre. À ce moment-là, même Hachamim sont d'accord de dire que Mocher be'ain yafa.
Parce que qu'est-ce qu'il a à perdre? Alors il lui vend généreusement. Il lui vend les arbres avec le terrain. C'est quand il y a deux acquéreurs, un acheteur des arbres et un acheteur du terrain. Mais lorsqu'il n'y a qu'un seul acheteur qui n'achète que les arbres, comme dans notre cas à nous, Réhouven a vendu à Shimon les arbres. Et il s'est réservé le terrain. Alors dans ce cas-là, même Rav Papa serait d'accord pour dire que d'après Hachamim, le vendeur n'a rien donné comme terrain à l'acheteur des arbres. Il lui a vendu que les arbres ultra secs. Non, il le laisse tant qu'ils sont vivants. Tant qu'ils sont vivants, ils peuvent rester là. Mais dès qu'ils meurent, les arbres, il ne peut pas les remplacer. C'est ça ce que veut dire la Gemara. Que même Rav Papa qui avait dit que quand Réhouven a vendu à deux acquéreurs, à Shimon et à Lévi, à Shimon le terrain et à Lévi les arbres, Lévi qui a acheté les arbres, il a acheté aussi le terrain qui soutient les arbres, l'emplacement. C'est uniquement dans ce cas. Mais parce que Réhouven qui a vendu n'a rien à perdre. Alors il vend généreusement à Lévi les arbres avec le sol qui soutient, avec l'emplacement. Mais dans notre cas, nous, où on n'a que Réhouven et Shimon, il n'y a pas Réhouven, Shimon et Lévi, il n'y a que Réhouven et Shimon. Réhouven, il a gardé le terrain, il n'a vendu que les arbres. Alors est-ce qu'il a vendu les arbres avec le sol, avec l'emplacement ou pas? Réponse non. Parce que Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Mocher be'ain ra ou mocher. Donc il ne lui a pas vendu du tout l'emplacement. Et ça, c'est même d'après Rav Papa. Juste, je répète ça dans les mots. C'est uniquement au cas où il y a deux acheteurs. De Amarle, car il lui dit qui est les didar zavin be'ain yafa. Les didinami zavin be'ain yafa. Le propriétaire des arbres dit au propriétaire du terrain, comme à toi il t'a vendu généreusement, à moi aussi il m'a vendu généreusement avec l'emplacement. Aval hacha, mais ici, dans ce cas où le vendeur s'est réservé le terrain, mocher be'ain ra'a mocher, il vend avec un mauvais œil. Donc il lui a pas vendu du tout, il lui a pas vendu du tout l'emplacement des arbres. Et le jour où les arbres vont mourir, il va devoir les déraciner. Et maintenant, la Gemara, elle passe à un autre sujet. Et elle dit, Amre ne'arde'e, achalan retsufim en lo hazaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Achalan retsufim en lo hazaka. Le mot retsufim, généralement traduction littérale, ça veut dire consécutif, successif. Ici, c'est pas dans le temps, retsufim, c'est pas dans le temps, c'est dans l'espace. C'est-à-dire, quel est le din si quelqu'un a une hazaka de 3 ans parce qu'il a récolté les fruits d'un verger pendant 3 ans, mais c'était des arbres qui étaient successifs. Ça veut dire quoi? Nous avons une règle. Un sadé ilan, un champ d'arbres, ce qu'on appelle en français un verger. Pour qu'un champ soit digne du nom de verger, il faut qu'il réponde à des critères. Alors c'est quoi les critères? C'est le ratio, la proportion qu'il y a entre le nombre d'arbres et la surface où se trouvent ces arbres. Pour que ça s'appelle Sadé Ilan, s'il s'agit d'arbustes, alors il faut compter 10 arbres dans un bet CA. S'il s'agit de grands arbres qui ont plus de 3 ans d'âge, alors dans ce cas-là, il faut qu'il n'y ait pas plus de 3 arbres dans un bet CA. Alors répétons, pour des netiot, des petits arbustes, alors il faut qu'il y ait pas moins ni plus que 10 par bet CA. Pour un sadé ilan des grands arbres, alors il faut qu'il n'y ait pas plus, pas moins que 3 arbres dans un bet CA. Combien c'est bet CA, on avait déjà dit?
Bravo, 50 coudées par 50. Excellent. C'est ça, le Sadeilan. Maintenant, si on a plus d'arbres, ça s'appelle Retsoufin. Comme ça que Rashba m'explique. Que si c'est touffu, ça ressemble à une forêt. Ce n'est plus un verger qui est agréable, c'est trop dense. Comme ils sont trop rapprochés et trop nombreux les arbres, alors ça ne s'appelle plus Sadeilan, ça s'appelle Ya'ar, une forêt. C'est destiné à être déraciné. C'est pas destiné à rester comme ça tel quel. Alors la question se pose, qu'en est-il d'un verger qui fait l'objet d'un litige entre Réhouven et Shimon? Réhouven, l'ex-propriétaire, et Shimon, l'occupant, qui depuis plus de 3 ans a cueilli et récolté les fruits de ces arbres, et il a utilisé donc toute cette production pendant 3 ans. Et maintenant, après 3 ans, arrive Réhouven, et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, voleur? Il lui dit, je ne suis pas un voleur, c'est toi qui me l'as vendu. Où est le shtar? Je l'ai perdu. Mais j'ai une chazaka, 3 ans de consommation des fruits, d'exploitation agricole. Est-ce que la chazaka est valide ou pas? Alors, Amre Nehardee. Nehardee, qu'est-ce que nous disent les hachamim de Nehardea? Achalan Retsufin en lo hazaka. Si quelqu'un a mangé les fruits d'arbres qui étaient touffus, trop dans un champ où ils étaient denses, dans une densité, parce qu'ils étaient nombreux et proches les uns des autres, eh bien, en lo hazaka. Pourquoi en lo hazaka? Et pourtant, il a mangé les fruits pendant 3 ans. Car nous avions déjà rappelé la règle, rappelez-vous, je l'ai répété 2 ou 3 fois, c'est que la hazaka est basée sur un esprit. Lequel? C'est qu'en général, l'ex-propriétaire est censé réagir en voyant un étranger le remplacer. Se comporter comme un propriétaire à sa place. S'il s'est tu pendant 3 ans, son silence donne raison à l'occupant qui exploite et qui prétend qu'il a acheté en bonne et due forme et qu'il a perdu son shtar. Alors en effet, c'est seulement si l'occupant s'est comporté comme un propriétaire et qui a consommé normalement. Alors là je dis, qui ne dit mot consent. 3 ans de silence, ça équivaut à une approbation. Ça veut dire qu'il a bien vendu. Mais si il a mangé des trucs bizarrement, ça veut dire en fait, ce n'était même pas un verger. C'était comme une forêt. Étant donné qu'il n'a pas exploité de manière classique, de manière normale, alors là, puisque ce n'est pas de manière traditionnelle, c'est la raison pour laquelle l'autre s'est tu. Parce qu'il ne s'est pas comporté comme un vrai propriétaire normal. Alors là, il n'a plus de chazaka. Son silence n'équivaut pas une preuve de vente. C'est ce que disent les hachamim de la ville de Nehardea. On les appelle Nehardea. Achalan Retsufin en lo hazaka. Mais Rava n'est pas d'accord. Matkif la Rava. Et la Me'ata. Hay mishra de aspasta. Bemai kanela. Alors dans ce cas-là, quelqu'un qui a fait une hazaka avec aspasta. Aspasta, c'est du foin, c'est-à-dire ce sont des graines que l'on sème pour les animaux, pour donner à manger aux animaux. Si pendant 3 ans, en effet, il a exploité sur le plan agricole le champ, mais uniquement par rapport à des graines
qui correspondent à la nourriture animale, est-ce que ça s'appelle chazaka? Réponse oui, parce que ça aussi c'est une manière d'exploiter. Nachon. Alors, et pourtant c'est touffu la aspasta. Puisque c'est touffu, tu aurais dû dire c'est comme une forêt et donc c'est pas une chazaka. Or nous le savons que même s'il a exploité par aspasta, il a la chazaka. Alors le Rashbam est très étonné. Pourquoi il est très étonné? Parce que encore que tu me dises que les arbres, c'est quand ils sont denses, touffus et trop proches les uns des autres, c'est pas considéré comme un verger, mais considéré comme une forêt, je peux l'entendre. Mais je n'arrive pas à comprendre comment l'histoire de la spasta, aussi, tu es en train de me dire que c'est comme une forêt. Alors comment ça se fait que ça marche? Mais quel rapport? Le Rashbam dit Miou lavat kafta ma'aliyatai. Le Rashbam dit je suis pas d'accord. C'est pas compréhensible cette question. Dea orhe ve'ailav orhe. Hay marchish be'arat fe ve'ay lo marchish fe. Et la rava ou delit le aisvara ou bemilta be'alma ou demoke le ulnardea. C'est très très fort ce que dit Rashbam. Rashbam dit en réalité cette question n'en est pas une. Quel rapport Aspasta et les arbres? Aspasta, c'est le derer. Mais c'est comme ça qu'on plante la aspasta. La aspasta, elle est touffue. Elle est dense de par sa nature. Les arbres, il y a des règles comment planter des arbres. Donc si cet homme n'a pas suivi les règles, alors en effet, il ne s'est pas comporté comme un propriétaire normal. Mais la aspasta, elle est, de par sa nature, touffue. Et c'est comme ça qu'on plante. Et c'est comme ça qu'on récolte. Alors c'est quoi la question? Quel rapport? Mais il n'y a aucune comparaison entre la aspasta et les arbres. Car la aspasta, pourquoi il y a une chazaka? Il y a une chazaka parce que c'est le derer. Mais pour les arbres, c'est pas derer de planter quand ils sont trop proches, trop rapprochés. Alors, un Rashbam dit, Behemet, Rava, tout simplement, il n'est pas d'accord avec la logique de Neardea. Alors, il a pris comme référence la aspasta, mais c'est stam. C'est une façon de parler. C'est pour balancer une objection. Alors, il a pris une référence, mais son objection, elle est foncière, c'est-à-dire que c'est la logique, c'est le raisonnement que Rava n'accepte pas. Pourquoi? Parce que pour lui, quelle différence? Que ce soit considéré comme une forêt ou considéré comme un verger digne de ce nom. Mais après tout, il exploite de manière régulière. Il a, sur le plan agricole, il a tout exploité. Quelle différence s'ils sont trop proches les arbres ou ils sont pas proches? Qu'est-ce que ça change? Et là, Rava dit, il n'y a aucune différence entre des arbres rapprochés ou des arbres qui respectent le critère de Sadeilan. Ça ne change absolument rien. Vous entendez? Rava n'est pas d'accord avec Neardé. Et il leur dit, moi je vais vous dire, vous avez entendu parler de Retsufin, En lo Chazaka, moi je vais vous expliquer c'est quoi Retsufin. Et là, Rava, Mecharan Retsufin, En lo Karka. Je vais vous dire de quoi il s'agit. C'est que lorsqu'on vend des 3 arbres, quel est le din si je t'ai vendu 3 arbres? Eh bien, je te vends le sadé automatiquement. Les 50 coudées par 50 coudées, qu'on appelle betsea, c'est vendu automatiquement avec les 3 arbres. Vous connaissez cette halakha? Je vous vends 3 arbres, ça s'appelle sadé ilan. Et donc, automatiquement, j'ai vendu avec tout le terrain qui est autour. Betsea. Donc on ne peut pas vendre les terrains séparément des arbres. Ça veut dire, si j'ai vendu les arbres et je n'ai pas précisé que je ne te vends pas le terrain, je t'ai vendu les arbres comme ça, stam, automatiquement le terrain il va avec. Si je vends le terrain, les arbres, pareil aussi.
Si je vends le terrain. Non, tout dépend des termes de la vente, mais jusqu'à preuve du contraire. Je vends 3 arbres, ça s'appelle Sadeh Ilan. Car 3 arbres dans un BCA, ça s'appelle Sadeh Ilan. Alors maintenant, regardez le chidouche. Il dit comme ça, c'est seulement s'il y avait 3 arbres qui étaient bien répartis dans le BCA, ou 10 arbustes. Mais si c'était trop dense, si c'était trop rapproché, ils étaient nombreux les arbres, ça ressemble à une forêt. Alors désormais, il ne lui a pas vendu le terrain avec. Il lui a vendu que les arbres, il ne lui a pas vendu tout le champ qui va avec. Parce que ça ne s'appelle pas Sadeh Ilan, ça s'appelle Ya'ar. Ça, c'est ce que vous avez dû certainement entendre par rapport à Retsoufim. C'est halakha. C'est halakha, je suis d'accord. Mais pas ce que vous avez dit, qu'il n'a pas de chazaka. Il a la chazaka, comme pour Aspasta. Mais par contre, ce qu'il n'a pas, c'est quand quelqu'un achète 3 arbres, il a le Sadeh Ilan, mais quand il achète un BCA où il y a plus d'arbres, il lui a vendu que les arbres, il lui a pas vendu automatiquement le Sadeh parce que ça s'appelle pas Sadeh Ilan, ça s'appelle forêt. Alors, la Gemara dit, Amar Rabbi Zira ketanae. Rabbi Zira dit, ce qu'a dit Rava, maintenant, que il lui a pas vendu le Sadeh Ilan, ça fait pas l'unanimité. Ça fait l'objet d'une mahloket tanaim. Laquelle? Dans ma Sechet Kil'aim, il y a une Mishnah qui dit, Kerem shunatua al pachot me'arba amot, Rabbi Shimon Omer, eno kerem. V'hachamim omrim, harezo kerem. Veroim et emtsaim, ke'ilu enam. Écoutez ça. Vous connaissez le Issour de Kil'ea Kerem? Bien sûr que vous connaissez. La Torah nous interdit de mélanger les graines de vigne, les pépins de vigne avec des graines de céréales. Ça s'appelle Kil'ea Kerem. Ou bien, par exemple, si j'ai déjà une vigne, est-ce que j'ai le droit de planter entre les vignes des céréales? C'est interdit, c'est Kil'ea Kerem. Alors écoutez, le chidouche, normalement, quand j'ai par exemple juste une vigne, c'est-à-dire un arbre de raisin, je dois m'éloigner de combien pour planter des céréales? 6 tfahim. Une coudée, 6 tfahim, ça me suffit. Mais si j'ai comment on appelle ça, un kérem, un vignoble. Non, une coudée. 6 tfahim, c'est 6 points. 6 points équivaut une coudée. Non, une coudée égale 6 tfahim. Alors, 6 tfahim. Mais si j'ai un vignoble, pas une vigne, pas un arbuste de raisin, j'ai un vignoble. Combien c'est un vignoble? C'est 2 rangées de vignes, c'est-à-dire 2 en face de 2, et hadiot sezanav. Ça s'appelle kerem. D'accord? Quand j'ai 5 vignes, qui sont 2 en face de 2, et une qui est en quinconce, eh bien ça s'appelle vignoble. Je dois m'éloigner de combien? Keder avodat akerem, arba amot, pour que la maharesha puisse passer autour. Et là-bas, je peux planter. Je répète, s'il n'y a qu'une seule vigne, ou 2, alors on s'éloigne de combien? 6 tfahim, une coudée. Mais si c'est un kerem, un vignoble, il faut combien? Arba amot, 4 fois plus. Maintenant, quel est le din si à l'intérieur de ce vignoble, ils sont trop rapprochés? Les arbres sont touffus. Il y a trop de vignes. Alors maintenant, si je veux planter des céréales, je dois m'éloigner de combien? Quelle doit être la distance pour pouvoir planter des céréales? 6 tfahim ou 4 coudées? 6 tfahim comme si c'était une vigne ou 2 vignes, ou bien 4 coudées comme si c'était un vrai vignoble. Mahloket. Entre Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Shimon dit, il est suffisant de s'éloigner que de 6 tfahim. Pourquoi? Étant donné qu'il y a trop d'arbres, de vignes,
trop de vignes à l'intérieur, ça ne s'appelle pas vignoble. C'est trop dense. C'est comme une forêt. Et donc, il faut juste s'éloigner de Sitfahim. Ça suffit pour planter mes céréales. Hachamim me disent pas du tout. C'est considéré comme un kérem. C'est considéré comme un vignoble. Le vignoble, combien il faut s'éloigner pour pouvoir planter des céréales? 4 coudées. Eh bien, il faut s'éloigner de 4 coudées. Oui, mais comment tu peux le considérer vignoble? Mais il y a du balagan là-bas, il y a trop de vignes, c'est touffu, c'est dense. Alors, comment tu peux l'appeler vignoble? Réponse, étant donné qu'on le sait, que toutes les vignes qui sont en plus, ce sont des arbustes qu'on va arracher, alors on considère comme si on les avait déjà arrachés. Étant donné que virtuellement, toutes ces plantes, toutes ces pousses en plus, elles sont destinées à être arrachées d'ici, alors il faut considérer comme si elles sont déjà arrachées. Et que comme si, au regard d'un vignoble normal, c'est-à-dire quand on a, tu te dis, comment ça doit être un vignoble? 2 en face de 2, avec un céder, il y a... La ronde, c'est bien ordonné. Tout ce qu'il y a en plus, c'est du balagan. On doit l'élaguer, on doit l'arracher. Alors on considère comme réel le virtuel, selon Hachamim. Et par conséquent, on considère le virtuel comme réel. Ouais, Chazak, bravo. On considère le virtuel comme réel. Et par conséquent, c'est comme si on avait déjà un vignoble. Et si on a un vignoble, combien il faut s'éloigner pour planter des céréales? 4 coudées. Alors que d'après Rabbi Shimon, il dit, mais non, tant que tu n'as pas déraciné les arbustes de trop, tant que tu n'as pas encore élagué, à l'heure qu'il est, c'est une forêt. Et donc, tu dois t'éloigner juste de Sitfahim, ça suffit. Alors, qu'est-ce que nous voyons d'ici? Que ce qu'a dit Rava, ça correspond à Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'avait dit Rava? Que si on a trop d'arbustes, en lo karka. Mais charan retsufin, si on a vendu des arbres mais qui n'étaient pas bien ordonnés, qui ne répondaient pas aux critères de 3 arbres sur un BCA, ou 10 arbustes sur un BCA, il ne lui a pas vendu le terrain avec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme un sadé ilan, un verger, c'est considéré comme une forêt. Les amis, est-ce que ça fait l'unanimité? Non. D'après Chachamim, c'est faux. Car Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Le virtuel est considéré comme réel. Puisqu'il faut élaguer, puisqu'il faut déraciner les arbres qui sont de trop, qui font du balagan, alors c'est considéré comme si tu les as déjà déracinés. Alors c'est comme si on avait 3 arbres dans un BCA. Donc quand il lui a vendu 3 arbres dans un terrain, il lui a vendu le terrain avec. Alors Rava, sur qui il s'appuie? Que sur Rabbi Shimon, c'est ce que dit Rabbi Zera. Ketanae.